reçois Madame Louise Tell. Madame Louise Tell qui a fait acte de candidature pour les élections sénatoriales 2023. Bonjour Madame Tell, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Granier, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Très bien. Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, vous pouvez être sentir aux élections sénatoriales, mais vous êtes mis en congé de PIA, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour que les gens comprennent bien. Je ne suis pas mise en congé de PIA, je suis démissionnaire. Je suis en candidate indépendante. D'accord. J'ai démissionné de PIA depuis juin 2023. Très bien. Là, c'est clair pour tout le monde, pour qu'ils comprennent bien. Et voilà. Alors, Madame Tell, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est un sénateur? Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? La différence peut-être entre un député et un sénateur? D'abord, le Sénat, c'est la représentation des collectivités locales. Et à ce titre, les sénateurs voient tous les dossiers qui passent au Sénat. Seules les propositions de loi concernant les collectivités locales sont examinées en premier lieu au Sénat. Donc, vous aurez bien compris que le sénateur, on peut dire ainsi que le sénateur, c'est l'élu des élus. Le sénateur, c'est le relais des élus au niveau du Sénat. Oui. Voilà. Et par contre, lorsqu'il y a une loi qui doit être votée, elle passe d'abord à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est ensuite la navette va au Sénat. Ensuite au Sénat et ça revient après à l'Assemblée nationale. Mais même si vous faites des amendements, ça risque de ne pas être accepté. C'est le Sénat, c'est l'Assemblée nationale in fine qui a raison en fait. Oui, sauf pour les sujets concernant les collectivités locales quand même. Hein. D'accord. Oui. Très bien. Alors, quelles sont les actions que vous pensez mener pour la Martinique si vous êtes élue sénatrice de la Martinique? Alors, en premier lieu, ce que j'aimerais obtenir, c'est le regroupement des parlementaires, de tous les parlementaires de Martinique, pour que nous puissions parler d'une même voix. Parce que comment pouvoir obtenir satisfaction au niveau du gouvernement si nous sommes divisés, si chacun y va de sa musique, chacun est dans son coin et nous n'obtenons rien. Et à l'instar des parlementaires réunionnais qui, eux, obtiennent pratiquement tout ce qu'ils veulent, parce que chez eux, à La Réunion, effectivement, ils sont dans leur précaré, si on peut dire ainsi. Mais une fois qu'ils sont dans l'avion et qu'ils se retrouvent à Paris, ils sont unis. C'est ça, comme les Corses d'ailleurs. Comme les Corses. Et moi, j'aimerais que, avant que nous parlions d'obtenir certaines lois ou avoir satisfaction, ça serait bien qu'on puisse se regrouper tous ici. Oui. Et il y a aussi une autre action que j'aimerais mener, c'est pas une action, mais pouvoir avoir des permanences dans les mairies, les différentes mairies, dans toutes les mairies. Parce qu'après tout, comme je vous ai dit, nous sommes le relais. Nous sommes le relais des collectivités auprès du Sénat. Donc, pourquoi ne pas avoir une permanence et éventuellement un référent? Chaque mairie pourrait nommer un référent qui serait lui aussi le relais avec la sénatrice que je serai. D'accord. Ça paraît une idée très intéressante parce que souvent, on a l'impression qu'après, une fois élu, on n'entend plus parler tellement des sénateurs ou des députés. Et comme vous dites, ils sont là pour relayer auprès du gouvernement ce qui se passe dans le pays et éventuellement dans les différentes collectivités. Je trouve que c'est une très belle idée. Mais les mairies vont vous dire qu'ils n'ont pas d'argent, puisque les dotations aux mairies sont de plus en plus laminées. Les mairies, justement, ça n'a aucune incidence sur une partie... Embaucher quelqu'un, par exemple? Non. Ce serait vous qui aurez... Non, ça serait un élu. Un élu, un adjoint ou un conseiller municipal qui aurait joué ce rôle de référent auprès de la sénatrice. D'accord. Alors, on entend parler aussi de cette histoire de l'octroi de mer. Il semblerait que l'octroi de mer, le gouvernement veuille, je ne vais pas dire annuler, mais il y a quelque chose qui en ce moment, on parle beaucoup de l'octroi de mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui risque de se passer? Parce qu'il semblerait que le gouvernement veut récupérer cet argent-là. Non, alors, ce que j'ai compris, c'est que le SIOM, à l'issue du SIOM, ils ont décidé de faire une refonte de l'octroi de mer.
Et je reviens encore à cette idée de regroupement. La refonte, on ne sait pas encore ce que le gouvernement va demander, hein. Là, on ignore complètement ce qui sera fait ou pas. Mais là aussi, j'aimerais qu'il y ait un regroupement et qu'on nous entende, qu'il n'y ait qu'une seule voix des parlementaires pour qu'on sache exactement ce que nous aussi nous voulons. Parce que si nous ne disons pas ce que nous voulons, les gens ne sauront pas. Et on va encore une fois décider à notre place. Donc il faut que nous organisions, que nous nous réunissions pour savoir exactement quels sont nos objectifs, quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour les obtenir, pour les atteindre, et à ce moment-là, travailler, avoir un calendrier pour travailler, savoir ce que nous voulons et où nous voulons aller. Quand vous dites rassembler tous les parlementaires, vous parlez des sénateurs, mais aussi peut-être des députés? Je parle de tous les parlementaires de Martinique, les députés, les sénateurs et même le parlementaire européen. Oui. Parce qu'en réalité, les Antillais, enfin les parlementaires de l'outre-mer, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de groupe. Ils sont dans des différents groupes qui existent à l'Assemblée nationale, par exemple, mais on n'a pas un groupe de parlementaires antillais avec un président de groupe, et puis à partir de cet instant, vous avez des moyens mis à votre disposition pour travailler. Ça existe, le groupe parlementaire des Outre-mer à l'Assemblée. Cependant, je vois ce dont vous voulez parler. J'adhère, mais je reviens à mon idée. J'aimerais que ça se passe d'abord chez nous, que nous soyons beaucoup plus forts chez nous. On est beaucoup plus forts quand on est ensemble. Oui. Si nous parlons d'une même voix ici, nous serons beaucoup plus forts quand nous arriverons là-bas. Et vous pensez que c'est possible, ça, de réunir les gens? On a déjà essayé. On n'a pas essayé. Pourquoi ne pas essayer? Et d'ailleurs, c'est mon suppléant et sera chargé de mettre en œuvre cette action. Mon suppléant qui est, comme vous le savez, Jean-Marcel Marant. Oui. Monsieur Marant, son père était maire à Sainte-Luce. Son père était maire à Sainte-Luce. Son père a été à la région. Voilà. Il s'occupait du tourisme, tout ça. Voilà. Donc on le connaît bien à Martinique. Voilà. Oui. Et je l'ai choisi parce que je parle de rénovation quand même. Je parle de rénover l'action politique. Et quand on parle de rénovation, on parle d'ouverture. Oui, donc, parce que vous êtes pas de droite, me semble-t-il. Je suis de gauche et monsieur Marant est quand même, il a quand même une étiquette de centre droit. Oui. Centre droit, et moi je pense que ça peut, c'est une ouverture. D'accord. Oui, c'est une ouverture. Alors, est-ce que vous souhaitez que la Martinique demain devienne indépendante, ou est-ce que la Martinique, il nous faut plus d'autonomie? Est-ce que vous pouvez être dans une action de ce type? Non. Moi, je serais d'abord dans une action. J'aimerais qu'on parle des priorités avant d'en arriver à ça. J'aimerais qu'on parle des priorités et quand je parle de priorités, je pense au CHUM. Oui. Alors, quand je vois l'état du CHUM, j'ai l'impression que nous sommes dans un pays du tiers-monde. Je trouve indécent d'hospitaliser des gens dans cet établissement, vu l'état dans lequel il est. Celui de Trinité, n'en parlons même pas. Moi, le CHUM, j'aimerais quand même qu'on arrive à le réhabiliter. Et justement, quand je parlais de regroupement, je dis que, à ce titre-là, tous les parlementaires devraient se mettre ensemble pour défendre cette action. Le CHUM doit être vraiment réhabilité complètement parce que vous imaginez qu'en termes d'attractivité, nous avions le CHUM. Dans la Caraïbe, c'était une référence pour que les gens puissent voyager facilement. Les Américains, ils s'appuyaient sur ça. Et là, maintenant, je suis désolée, mais c'est presque de l'indécence. Oui, je me rappelle que la dame de fer de la Dominique est venue se soigner chez nous. Voilà. Aussi des politiques du côté de Sainte-Lucie, c'était effectivement une référence. Mais comme il y a de moins en moins d'argent, Madame Tell, comment faire pour faire ça, rénover le CHUM, réparer, enfin bon,
On ne sait pas, comme vous dites, ce qui va se passer avec l'action du SIOM, mais est-ce que ça vous fait pas peur, tout ça, notre devenir? Notre devenir ne nous fait pas peur, m'inquiète. Ne me fait pas peur, non, m'inquiète. Et c'est pour cette raison que je dis que nous avons plus de points d'accord que de divergences. Donc pourquoi ne pas, encore une fois, je vais le répéter, je vais le répéter, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour pouvoir traiter les grands dossiers, les gros dossiers. Bon, les parlementaires ont des dossiers sur lesquels ils peuvent intervenir, oui. Mais il y a de gros dossiers comme le CHUM, c'est quand même la santé des Martiniquais. C'est la santé. On doit pouvoir se mettre ensemble. Et moi, j'aimerais relever ce défi. J'aimerais relever ce défi et pouvoir se mettre ensemble. Vous savez, je pense au sénateur Roger Lise, qui est décédé dernièrement, qui a eu quand même 3 mandatures au Sénat. Et il a porté le dossier des 50 pas géométriques. Oui. Ben, pourquoi Louise Tell ne peut pas porter le dossier du CHUM? Pourquoi Louise Tell ne peut pas porter le dossier du CHUM et effectivement faire que cet hôpital soit réhabilité, comme tous les Martiniquais le souhaitent? Et comme je vous dis, ce n'est pas possible que nous continuions ainsi. Alors, vous parlez des 50 pas géométriques, on appelle ça aussi les 50 pas du roi. Oui. Aujourd'hui, on voit quand même que, pas aujourd'hui, l'État voulait donner la responsabilité à la CTM. La CTM n'a pas relevé cette histoire-là. Pourquoi, en fait? Alors là, ça se passait à l'époque sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne. Tout à fait, oui. Il me semble, je ne suis pas sûre. Vous savez, quand je ne sais pas, je le dis. Je ne vais pas jouer à celle qui... Mais il me semble qu'il manquait, je sais pas, il manquait quelque chose. Et M. Marie-Jeanne a préféré laisser la gestion des 50 pas à l'État pour l'instant. Et bon, là, je ne sais pas à quel point on en est. Parce qu'il y a quand même quelques disparités concernant cette histoire de 50 pas à la Martinique. Bien sûr. Et si c'était la CTM qui avait le contrôle, peut-être que certaines choses auraient pu être arrangées. Alors, puisque vous parlez de l'État, il y a un abonnement, je crois, qui a été voté. Oui. C'est concernant le RSA, qui s'appelle amendement Louise Tell. Oui, il y a l'amendement Louise Tell sur la gestion directe du RSA par l'État, c'est-à-dire la remise en gestion directe du RSA par l'État. Alors, il faut savoir, oui, c'est un amendement Louise Tell de février 2021 par lequel cette demande a été faite. Il faut aussi se dire qu'il y a des collectivités qui ont déjà atteint ce stade, qui ont déjà cette gestion directe par l'État. Vous avez la Réunion, la Guyane, Mayotte, les Pyrénées-Orientales et la Seine-Saint-Denis. Et le bilan est très positif. Et je pense que c'est quand même un gros budget pour la collectivité. Parce qu'il y a, en plus du RSA, il y a un reste à charge que la collectivité doit payer. Et en 2020, je me souviens qu'en 2020, il y avait 87 millions de reste à charge. Vous imaginez ce que nous pouvons faire avec 87 millions? Nous pouvons éventuellement créer des postes d'ingénierie sociale. Nous pouvons accompagner des projets. Mais nous aurions gardé, moi je proposais qu'on garde la compétence insertion qui est liée au RSA. Et l'État ne risque pas de vous demander ces 87 millions-là s'ils prennent la responsabilité du RSA? L'État nous les doit. L'État doit ces 87 millions, oui. Puisque c'est le reste à charge. Le reste à charge. Effectivement, ça ferait une belle économie, ça ferait des choses pour... Parce qu'au départ, on peut se dire, mais pourquoi l'État va avoir la main sur le RSA? Est-ce que les Martiniquais vont être payés à temps? Enfin, ce genre de... Non, c'est une compétence régalienne. C'est ça. C'est une compétence régalienne et à ce titre... on remet à l'État, entre guillemets, ses affaires. D'accord. C'est tout. Sauf que nous gardons quand même la compétence. Moi, je tiens à ce qu'on garde la compétence insertion. Parce que ça concerne notre jeunesse, c'est nous qui savons ce qu'il lui faut ou pas. Oui.
Est-ce que vous avez probablement vous êtes au courant de ce qui se passe à la Martinique, vous êtes observatrice, mais vous voyez le nombre de tués qu'il y a à la Martinique. Est-ce que la violence à la Martinique, vous pouvez défendre un projet pour que l'État puisse mettre plus de policiers, de gendarmes, parce qu'en fait, les armes arrivent ici, la drogue arrive ici par la mer. Je me rappelle le maire du Vauclin, à l'époque, l'ancien maire du Vauclin à l'époque disait pourquoi ne pas utiliser l'armée pour garder les côtes martiniquaises un petit peu, pour empêcher ce va-et-vient incessant de drogue et d'armes. Que faire contre cette violence-là, Madame Tell? Bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il me semblait aussi qu'à une époque, il y avait la douane au niveau des lieux où arrivaient les clandestins, oui, entre guillemets. Il y avait des douaniers. Pourquoi pas ne pas remettre ce dispositif en place? Pourquoi pas? Parce que tout le monde connaît, hein, les points d'entrée. Tout le monde les connaît. D'autre part, il y a aussi le système des caméras. Oui. Pourquoi ne pas installer des caméras? Pourquoi ne pas aider justement les communes à installer des caméras dans certains points d'entrée également? Mais la douane, je pense que la douane pourrait reprendre ce dispositif. Cette violence, ces meurtres... Mais c'est par contre, c'est vraiment inquiétant. Inquiétant. Et encore une fois, je reviens à mon... vous savez, c'est presque de la pédagogie, mais tous les parlementaires devraient se mettre ensemble pour pouvoir parler d'un sujet qui est mais gravissime en Martinique. Vous imaginez, hier, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui s'est fait braquer encore. Ça fait trois soirs de suite qu'il y a un braquage. Ouais. Ce n'est pas normal. On est au niveau de Marseille, quoi. Quand on entend ça, les gens ont peur de sortir. Marseille, Chicago, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est inquiétant. C'est inquiétant et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur ça. En ce qui me concerne, vous pensez bien que ça ne m'inquiète pas. Je peux relever ce défi aussi. Et on ne peut pas rester insensible à ça. D'accord. Alors, l'élection sénatoriale, ce sera quand? C'est au mois de septembre? Le 24 septembre. Le 24 septembre. Voilà. Et ce sont les grands électeurs qui doivent voter. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les grands électeurs pour ceux qui nous regardent? Les grands électeurs, ce sont les conseillers municipaux, les sénateurs, les députés et les 51 élus de l'Assemblée de Martinique. Alors, les électeurs, les grands électeurs, s'ils ne vont pas voter, ils sont, entre guillemets, punis. Ils ont une amende. Ils ont une amende de 100 €. Alors, tout le monde se plaint qu'aujourd'hui, l'abstention est devenue le plus grand parti politique martiniquais, peut-être français. Voilà. Je me demande pourquoi on ne rend pas le vote obligatoire et que les gens puissent avoir une amende, peut-être pas comme les grands électeurs, même moindre, mais pour que les gens puissent faire leur devoir civique. Parce qu'après, vous entendez les gens dire « m'en parlez ça, c'est pas président moi, c'est pas moi qui mettez voix bas ». Oui, mais il faut participer à tout ça. Si pour les grands électeurs, on leur donne une amende s'ils ne vont pas voter, pourquoi le public ne peut pas faire la même chose? Je comprends, j'entends bien ce que vous dites, mais j'aimerais bien aussi que, de notre côté, que la classe politique donne aussi des exemples pour que les gens aient envie d'aller voter. Oui. Il faudrait aussi donner envie aux gens d'arrêter, par exemple, les cancans. Ça ne donne pas envie aux gens d'aller voter. Il faut que nous servions de modèle. Les élus, il faut qu'ils servent de modèle. Parce que on pense à ça, c'est bien beau effectivement. Moi, je regrette cette abstention. Mais de notre côté, que font les élus pour éviter ce genre de choses? Parce que c'est arrivé comme ça. Parce que quand vous entendez les gens se plaindre, c'est beaucoup. Oui, il ne faut que des cancans. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit que même le président de la République, moins de 30% de Français qui ont voté pour lui, et après on se dit ouais mais il ne me représente pas. Oui, mais il faut aller voter. Si vous n'allez pas voter, c'est sûr que faut aller voter. Voilà. D'ailleurs, notre bulletin de vote c'est notre arme. C'est vrai. Il faut qu'on puisse comprendre ça aussi. Mais moi je dis que c'est chaque camp, chaque côté a son rôle à jouer, entre guillemets.
Des fois, je me dis que si jamais on passe à ça, j'ai l'impression qu'il y a toute une classe politique qu'on ne reverra pas. Ah ben, ça, Parce que là, si on oblige alors les là- gens à voter, c'est clair que des gens qu'on voit depuis nan, ben, ils vont disparaître du paysage politique. Est-ce que c'est ça qui leur fait peur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, Madame Tell, puisqu'on arrive à la fin de l'émission? Et dans les actions que vous comptez mener, est-ce que j'ai oublié de vous poser une question sur quelque chose? Il n'y a pas de souci. moi, je pense quand même à la continuité territoriale parce que, Ah oui. vous savez, je vois là en ce moment, ce sont les étudiants qui partent et je sais combien ça coûte aux parents Oui. de payer un billet d'avion. Et je pense qu'il faut quand même qu'on se penche sur cette affaire, sur la continuité territoriale et demander à l'État quand même une contribution juste, une contribution annuelle juste et que les compagnies aériennes aussi jouent le jeu et qu'on obtienne des compagnies aériennes des tarifs préférentiels pour les résidents martiniquais. C'est ça. À l'instar de Comme en la Corse. Comme en Corse. À où l'instar de la Corse. c'est, je crois, c'est 600 € par personne. Enfin bon, c'est incroyable. Le Voilà. chiffre qu'ils ont obtenu là et ce qu'on a pour tout l'outre-mer, c'est scandaleux. Voilà. C'est même pas incroyable, c'est scandaleux. C'est Vous scandaleux. avez tout à fait raison, ça c'est un gros problème. Et vous vous rendez compte que pour aller en Guyane, juste à côté, ça coûte Ça plus coûte cher plus que cher que d'aller d'aller en France. Faire 8 heures de vol et d'un côté 2 heures Voilà. de vol. C'est scandaleux là aussi. Donc c'est un combat juste qu'il faut mener pour la Martinique, je Voilà. pense. Madame Tell, merci beaucoup d'être passée à Zouk C'est moi. Télévision, d'avoir répondu à C'est moi. à nos Merci de l'accueil. questions. Je vous en prie, c'était avec Merci. plaisir, Madame Tell. Merci. Je vous souhaite un bon courage et beaucoup de succès. Je vous Et remercie. peut-être venir, une fois la victoire acquise, revenir sur... ne pas faire comme certaines fois élus connaissent plus Zouk Télévision. Non. Très bien. À ce titre, j'aimerais ajouter, excusez-moi, Je vous en je prie. prends sur votre temps, ça serait bien aussi, j'ai oublié de le dire, l'évaluation de l'action politique des Oui. élus. Parce qu'une fois élu, comme vous dites, on ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Merci. Merci, Madame Tell. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. Et à très vite sur Zouk TV.